Eliane, la première personne à avoir été vaccinée en Guyane, c'était mercredi dernier, le 13 janvier. L'image solennelle du début de la campagne de vaccination en Guyane. Nous entendrons sa réaction dans un instant. Bonsoir et merci de votre attention. Pendant 52 minutes, nous tenterons de répondre aux questions que vous vous posez sur le vaccin contre le Covid et aussi sur la façon dont est organisée la campagne de vaccination. Pour nous éclairer, nos invités, Clara Debord, la directrice de l'Agence régionale de la santé, Albert Darnal, membre du collectif Panga la santé PEP Guyanéa, ainsi que le docteur Loïc Epelboin, infectiologue, et le professeur Mathieu Naché. Ils exercent tous les deux au centre hospitalier de Cayenne. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme promis, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de la première candidate au vaccin. Je vous le disais au début de l'émission, Eliane, 76 ans, retraitée de l'Éducation nationale, réside à l'EHPAD Saint-Paul à Cayenne et elle est la première personne à avoir pris le vaccin en Guyane. Sa réaction devant la caméra de Franck Fernandez et le micro de Thierry Merlin. Il faut qu'on tienne compte que le microbe est toujours présent. Donc, il faut quand même essayer de limiter cette propagation en prenant certaines précautions, d'où le vaccin a une grande part dedans. Et vous avez toujours été pour la prise de ce vaccin? Pas tout à fait. Au début, bon, comme c'était récent, mais puis après, bon, j'ai été convaincu, bon, ça va. Clara Debord, à quel rythme évolue cette campagne de vaccination en Guyane qui a commencé depuis quelques jours, la semaine dernière? Combien de personnes sont désormais vaccinées aujourd'hui en Guyane? Nous avons un rythme de démarrage, c'est-à-dire d'installation progressive. Nous étions à peu près à 200 personnes vaccinées hier. On doit atteindre les près de 300 ce soir. J'attends les derniers chiffres qui ne me sont pas tous remontés. C'est un rythme qui est normal, cohérent pour que les équipes s'habituent et puis pour que les personnes puissent avoir le temps de réfléchir, de prendre leur rendez-vous et de venir dans les différents centres de vaccination. On a vu sur votre antenne que ça avait même démarré en Guyane intérieure, Maripasoula en particulier aujourd'hui. Progressivement, les choses vont s'installer à un rythme qui sera à peu près d'un millier d'injections par semaine possible, en fonction ensuite de la consommation, c'est-à-dire de la demande. Nous adapterons la campagne en fonction des besoins. Cet objectif du millier de personnes vaccinées, on pourrait l'atteindre dans combien de jours? En fait, on devrait avoir 1 millier de doses qui arrivent par semaine pendant plusieurs semaines. Elles devront couvrir la première et la deuxième injection. Donc ça nous amène à quelques centaines, quelques milliers de personnes d'ici fin février qui devraient être vaccinés. Et ensuite, on espère qu'à partir du mois de mars, on pourra avoir, comme ailleurs en France, au même rythme, une augmentation de la production et donc une augmentation de la livraison qui sera concomitante avec l'élargissement de la cible, puisque, comme vous le savez, étant donné que nous n'avons pas assez de vaccins pour servir tout le monde, nous avons été obligés de faire une priorisation. Et ce sont d'abord les personnes les plus à risque auxquelles on propose le vaccin en priorité. Donc les personnes de plus de 75 ans, les personnes qui sont hébergées en EHPAD, comme Eliane, mais aussi les professionnels de santé de plus de 50 ans, entendus au sens très large, y compris les aides à domicile notamment, les pompiers, toutes ces personnes de plus de 50 ans ou qui ont une comorbidité, comme on dit, peuvent aussi être prioritaires. Et puis là, très récemment, depuis hier, nous proposons la vaccination aux personnes sans critères d'âge, mais qui ont une haute vulnérabilité médicale, par exemple les personnes qui sont en train d'être soignées pour un cancer ou des personnes qui sont dialysées, et puis quelques autres personnes qui ont plusieurs pathologies en même temps et qui risquent, pour lesquelles le Covid représente un risque très sérieux et très urgent. Et c'est la raison pour laquelle nous leur proposons en priorité
priorité la vaccination. Alors, il y a beaucoup d'espoir sur ce vaccin. On espère qu'il va permettre une immunité très rapidement. Quel pourrait être le seuil, je pose la question au docteur Pellouin, quel pourrait être le seuil de personnes vaccinées pour espérer avoir cette immunité en Guyane ? Forcément le plus possible. Maintenant, on espère arriver au moins à 25-30%, peut-être plus. On sait qu'à partir de 30%, on entre dans une phase d'immunité collective où le virus a plus de mal à se propager dans la population. Donc c'est ça qu'on va espérer. Maintenant, il va falloir convaincre les gens. On sait qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui restent à convaincre. Donc on va y travailler. Oui, on va y revenir tout à l'heure sur cette question. Oui, professeur Naché. En fait, ça dépend du nombre de reproductions. C'est-à-dire que si le virus se reproduit beaucoup, il faudra qu'il y ait une plus forte proportion de personnes vaccinées. Si on en est à des faibles taux, si avec les mesures barrières, etc., on arrive, peut-être que justement, ça aura plus d'effet la vaccination, mais c'est très lié à ça. Il y a certains virus qui sont très transmissibles où il faut vacciner 90% de la population, d'autres... donc on ne sait pas trop encore, parce que le R... Au début, on disait que c'était 3, 2, on ne sait pas. Et en fait, ça fait une grosse différence par rapport au taux qu'il faut atteindre. On n'est pas très nombreux en Guyane, cela dit. Donc ça peut faciliter aussi... Oui, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, s'il y a 300 000 personnes, et c'est la proportion de personnes vaccinées qui compte. C'est-à-dire que quand on l'a, si la plupart des personnes sont immunisées, le virus ne peut pas sauter d'une personne à une autre et donc il finit par s'éteindre. Maintenant, s'il est très très contagieux et qu'il y a des poches comme ça, il va continuer à se propager. Oui. Je voulais revenir sur le rythme de la campagne de vaccination. Vous dites que le timing il est respecté. Tout de même, beaucoup de personnes disent que c'est trop lent, ça ne va pas assez vite. D'ailleurs, le docteur Burin, qui est membre du comité scientifique territorial, disait qu'elle n'est pas suffisamment ambitieuse, cette campagne. Pour le moment, nous avons bien dit très clairement que la vaccination n'est pas obligatoire. Et pour le moment, la demande de vaccin, parce que moi, ce qui compte, c'est quand même de voir quelle est la demande. Pour le moment, la demande de vaccin n'est pas très forte. Il est important qu'on puisse quand même protéger les doses qui sont prévues pour les personnes fragiles. Et on va être de plus en plus ambitieux au fur et à mesure que la demande va augmenter et que la production va augmenter. Mais on a tous envie d'être très ambitieux. Et si on pouvait vacciner en un jour 30% de la population guyanaise parce qu'elle serait d'accord et parce qu'on aurait les doses, naturellement, on le ferait. Mais c'est une course de fond, en fait. La vaccination, c'est vraiment une opération qui démarre et qui va prendre des mois. On ne vaccine pas une grande proportion de la population, surtout avec une vaccination volontaire, pour laquelle il y a aussi des conditions de stockage qui sont très particulières, vous le savez. On ne peut pas, malheureusement, je serai la première heureuse à pouvoir proposer une vaccination immédiate à un très grand nombre de personnes. Mais nous respectons le temps de réflexion des uns et des autres, la volonté des uns et des autres, et nous préservons les doses pour les personnes qui, selon nous et selon la Haute Autorité de Santé, sont les plus à risque. On sait qu'on a beaucoup de personnes à risque en Guyane, notamment des personnes polypathologiques. Les chiffres le montrent sur les personnes qui ont été hospitalisées en réanimation et qui, pour certaines, hélas, aussi sont décédées. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément très âgées et pour lesquelles, bien souvent, on retrouve des pathologies importantes qui sont très fréquentes en Guyane. Oui. Donc il faut que ces personnes-là puissent être préservées, protégées en priorité. Cette campagne, elle va durer combien de mois ? Elle va durer plusieurs mois et elle ne sera peut-être pas terminée. On ne sait pas d'ailleurs si, là les médecins pourront le dire mieux que moi, si le vaccin s'installera de façon chronique, si les variants amèneront à une forme de saisonnalité comme on le voit pour la grippe. C'est beaucoup trop tôt pour le savoir. On ne peut pas savoir aujourd'hui qu'on en sera débarrassé dans X mois ou X années. Oui. On voit que dans l'Hexagone, il y a un revirement de la population vis-à-vis du vaccin. La défiance, elle est moins forte aujourd'hui par rapport à la fin de l'année dernière. Désormais, 56% des Français disent qu'ils sont favorables à l'idée de se faire vacciner. Qu'en est-il en Guyane ? Alors je précise que c'est 14% de plus par rapport à la fin de l'année dernière, par rapport à il y a un mois, au mois de décembre. Alors qu'en est-il en Guyane ? Peut-être que vous avez des données. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent indiquer qu'il y a un revirement de la population sur cette question-là ?
Moi, je n'ai pas de données sur ça. On n'a pas encore de données, on n'a pas fait de sondage. Et puis les gens peuvent aussi changer d'avis. Ils ont le droit de changer d'avis, ils ont le droit de vouloir attendre un petit peu. C'est sûr que les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui, je le dis tout de suite, on réserve leur deuxième dose pour quand ils en auront besoin, donc entre 21 et 28 jours selon la population. C'est sûr que pour ce qui me concerne, mes parents, ils sont vaccinés, ça y est, ils ont fait leur première injection dans l'Hexagone. Maintenant, les Guyanais autour de nous, certains qui étaient contre commencent à douter ou avoir envie d'eux, peut-être aussi en voyant des personnes qui se sont fait vacciner, dont il y en a sur le plateau, ils peuvent aussi être convaincus. Je veux dire, cette deuxième dose, elle est déjà là ou bien elle va arriver plus tard? Non, on va utiliser, en fait, on va réserver les doses de la deuxième injection parmi celles qui arrivent. C'est-à-dire qu'on sait que le docteur Eppelmoin, il a eu sa première dose la semaine dernière, je crois. Donc, dans 3 semaines, à peu près, la livraison de dans 3 semaines, il y aura la dose du docteur Eppelmoin. Vous disiez tout à l'heure que vous recevez des vaccins en fonction de la demande. Cela veut dire que les gens ne se précipitent pas pour prendre rendez-vous? En fait, au début, on a un programme qui est posé avant de savoir si on a de la demande ou pas. Il a bien fallu préparer quelque chose. Et donc, ce programme, c'est à peu près 1000 doses par semaine. La logistique est prête pour pouvoir accueillir 1000 doses par semaine. Elles seront toutes consommées ou pas toutes consommées. C'est pas grave, on n'aura pas moins de 1000 doses. Après, si elles sont beaucoup consommées, on pourra un peu plus peser pour pouvoir avoir un peu plus de doses. C'est cet inconnu-là qu'on n'a pas qu'on a encore, et c'est pour ça que le rythme de consommation de départ va quand même avoir un impact probablement sur l'arrivée de doses supplémentaires. Mais toute la France demande des doses supplémentaires, comme vous l'avez dit, dans l'Hexagone, le retournement est en marche, et donc peut-être que dans quelques semaines, ça sera plus difficile de peser, et on sera d'autant plus heureux que beaucoup de personnes auront pu déjà se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir cette campagne de vaccination en Guyane, pour inciter les personnes à venir à se faire vacciner? Les médecins, les pharmaciens, les personnes de confiance des patients, ce sont eux qui connaissent les patients, ce sont eux qui peuvent aussi apporter des réponses à des questions légitimes qui se posent. On fait d'abord confiance aux médecins et aux pharmaciens. La vaccination, c'est quelque chose de très commun qu'ils ont l'habitude de faire, y compris dans des territoires très, très reculés. La vaccination contre la grippe, par exemple, c'est quelque chose qui est bien connu. Et moi, je crois beaucoup à la relation entre le médecin et le malade. Le pharmacien aussi, qui est très important. On a beaucoup discuté avec quelques pharmaciens de Guyane pour qu'ils puissent aussi repérer les personnes qui pourraient bénéficier du vaccin, leur en parler, leur expliquer comment faire si elles souhaitent se faire vacciner. Albert Darnal, vous êtes membre du collectif Panga la santé PEP Guyanéa. Vous êtes contre cette campagne de vaccination. Pour quelle raison? Nous sommes contre le vaccin. Et si vous pouvez permettre, moi, je viens ce soir pour parler directement pour mon peuple. Parce que débat déjà au départ, moi, ça avait tronqué, puisque il y a 3 personnes qui pour vaccin et puis moi, on sort. Il faut pouvoir trouver les personnes qui sont contre le vaccin en Guyane. Depuis là, il commençait à y parler, écoutez. Non, mais là, nous sommes sur l'organisation de la campagne. Moi, ça mon PKP développé longtemps. Moi, expliqué peuple guyanais pour que ça, nous pas d'accord avec le vaccin. Vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Moi, je dis Panga, ça vaccin, personne joue de là, peut pas dire nous, est-ce qu'il a immunisé les gens contre maladie et est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la santé. Même Mouché, il a appelé Mouché Fischer, Alain Fischer, qui ça, Mouché vaccin, dit le gouvernement français ne peut pas répondre à sa question. Il y a plusieurs médias qui j'ai interviewé, mais il ne peut pas répondre clairement. Alors, aujourd'hui, il a fait médecine spectacle. Attendez, M. Darnal. Il a vacciné les gens devant la télévision. On va revenir sur le vaccin. Mais, dis ça. On va revenir. À vous êtes là, mais soyez patient. Donc, ça, on va revenir. Vous parlez des vaccins? Bien sûr, vous aurez la parole. Mais on va développer, on va empêcher de parler. On ne peut pas empêcher personne de parler, je crois. Pas du tout. C'est que vous devancez un peu. Mais on ne peut pas dévancer. On va demander qui position mon gars les vaccins. On va expliquer. Si on parle, moi expliquer, dis-moi pas la peine, arrêtez, moi rentrer dans mon case. D'accord. Parce que moi savais, moi viens déjà dans un débat déséquilibré. Mais si on parle, laissez-moi parler, pas la peine, moi pas partir. Non, restez là. Vous pouvez parler. Ah, moi je peux parler à présent, pour 2-3 fois, moi je peux parler. Non, mais je voulais vous dire que nous avons organisé l'émission de façon à parler de certains thèmes. Et donc, la vaccination, dans un premier temps, et le vaccin. Donc, nous avons tout le temps pour parler du vaccin.
vous avez tout le temps pour dire que vous êtes contre le vaccin. Nous n'étions pas encore arrivés à cette partie. Maintenant, si je comprends bien, vous êtes contre... On peut parler de la vaccination sans parler du vaccin. C'est une incohérence totale. Donc vous êtes contre la campagne... Moi, je suis de formation scientifique, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème de parler de quelque chose sans qu'on puisse parler de ceux qui entraînent ce quelque chose. S'il y a vaccination, c'est parce qu'il y a un vaccin. Donc parlons du vaccin avant de parler de vaccination. Parlons de son innocuité, de l'immunité qu'il peut provoquer chez les personnes qui vont le recevoir. Bon, puisque vous voulez qu'on y ait, des conséquences, allez-y, monsieur Darnal. Des conséquences que ce vaccin peut avoir chez les êtres humains. Moi, on m'a enseigné, dans les écoles françaises où j'ai été, puisque nous avons fait nos études dans les écoles françaises, qu'un vaccin, pour le concevoir, il faut entre 5 et 10 ans. Les lectures que j'ai pu faire me montrent que ce vaccin a été conçu en moins de 9 mois. Moins de 9 mois. Le laboratoire BioNTech et Pfizer, ils ont communiqué, d'ailleurs c'est toujours sur le site de Pfizer, ils ont fait un communiqué de presse le 9 avril 2020, disant qu'ils avaient pu mettre au point un vaccin et qu'il passait aux essais cliniques. Moins de 9 mois après, le vaccin est validé et on veut que les populations acceptent de prendre ce vaccin. Oui. Là, vous parlez des vaccins traditionnels qui mettent beaucoup plus de temps. Non, c'est un vaccin à base d'ARN messager, j'ai bien compris. Oui, alors, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on va rentrer dans les détails. Monsieur Naché veut... Le vaccin à base d'ARN messager, c'est une nouvelle technologie, on est d'accord là-dessus. Ils ont commencé à travailler dessus dans les années 90, au début des années 90. Cette technologie a été abandonnée parce qu'elle ne donnait pas satisfaction et subitement, en 2020, elle donne satisfaction. Oui. Monsieur Naché, on voulait vous écouter sur ça. Certes, les vaccins, ça existe depuis longtemps, mais je ne sais pas, quand vous faisiez vos études, c'était un niveau technologique. Depuis, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Et pourquoi ça a été vite? Parce que c'est vrai que c'est une question et que ça peut paraître comme étant précipité. Mais aucune étape n'a été brûlée. Si ça a été vite, c'est parce qu'on connaissait ce virus. Déjà parce qu'il y avait le SARS-CoV-1, il y avait le MERS en Arabie Saoudite, c'est des cousins du virus. Donc on avait déjà. Dès début janvier, il y avait la séquence du virus qui a été isolée en Chine. Et donc il existait différentes plateformes, différentes techniques pour fabriquer des virus. Et il y a eu, je crois, c'est près de 700 candidats vaccins et il y en a 66 ou 68 qui sont dans des essais cliniques avec différents types de techniques. Donc, il y avait un état de la technologie qui est... je ne sais pas, il y a, les smartphones, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, pour les vaccins, il y a aussi beaucoup de progrès technologiques. Donc, il existait ces plateformes. On connaissait le virus. Il y a eu beaucoup de volontaires. Il y avait beaucoup de personnes infectées. On est dans une pandémie. Donc, souvent, les problèmes qu'on a... Moi, c'est mon métier, faire des études épidémiologiques. C'est d'avoir suffisamment de puissance statistique pour démontrer quelque chose, parce que là, c'est pas une question d'être contre ou d'être pour. Là, on regarde des faits. Les essais vaccinaux, pour le Pfizer, il y a eu plus de 30 000 personnes vaccinées. Pour le Moderna, je crois, c'est plus de 40 000 personnes vaccinées. Et si on va si vite, c'est parce que comme le virus est partout. Donc on répond très vite à la question, finalement. Quand on fait quelque chose sur une maladie rare, on est en train d'attendre que ça arrive et pour compter si ça marche mieux, etc. En plus, il y a eu beaucoup de volontaires. Face à cette crise, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient participer aux essais cliniques. Donc, et puis, il y a eu beaucoup de crédits, à la fois privés, d'État, il y a eu une mobilisation qui est sans précédent. Donc, ça a été, effectivement, d'habitude, c'est 9-10 ans. Ça a été moins d'un an, mais il y a des raisons pour cela. Mais il n'y a aucune étape qui a été brûlée. Il y a eu les phases 1, les phases 2, les phases 3. Là, on en est à la phase de la pharmacovigilance. Mais on sait déjà qu'il y a 40 millions de personnes vaccinées dans le monde. Et, je ne sais pas, 40 millions. Vous êtes dans une tranche d'âge. Si, par exemple, on parlait des personnes plus de 75 ans. C'est quoi la probabilité de mourir quand on a le Covid, quand on a plus de 75 ans? Monsieur Darnal. Vous allez me le dire. C'est 1 sur 6. Et quand 15%. on n'a pas le Covid, c'est quoi la probabilité de mourir? Une question intéressante. Pourquoi cette rapidité pour mettre en œuvre ce vaccin contre le Covid n'a pas été utilisée dans
pour d'autres maladies, par exemple. Voilà, c'est ce que j'allais Pour le sida, par exemple. Question. Parce que je suppose que ça fait 40 ans Pour qu'on le attend sida, le pour l'Ebola, pour d'autres maladies de ce type viral qui existent dans le monde et qui déciment les populations c'est pas les mêmes virus. de certaines régions. C'est pas les mêmes virus. Le VIH, par exemple, effectivement, il mute beaucoup plus et il touche les cellules de l'immunité qui coordonnent toute la réponse immunitaire. Donc, dès le départ, il touche le cœur du problème et c'est ça qui est diabolique. Le paludisme, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des anticorps qui vous protègent de façon pérenne contre le paludisme. Donc pour l'instant, le vaccin non plus pour le paludisme, on n'y arrive pas. On ne peut pas comparer les agents pathogènes. Il y en a qui sont plus faciles, pour lesquels c'est plus facile de trouver une parade, et d'autres pour lesquels c'est extrêmement compliqué. Donc, je ne peux pas vous faire de réponse générale, mais effectivement, il y a plein de maladies où on essaie depuis longtemps. Mais certainement que, par exemple, pour le paludisme ou pour des maladies de pays pauvres, il y a moins de moyens. Là, pour la Covid, il y a eu des moyens colossaux. Quand je vous dis près de 700 candidats vaccins en moins d'un an, je veux dire, il y a des gens qui ont phosphoré. Moi, ça me dépasse de voir une énergie, un talent, des moyens qui se sont coordonnés. Mais pour revenir au fait que ça a été rapide, il y a eu dans les essais, donc les essais thérapeutiques randomisés en double aveugle, on ne parle pas de pour ou contre, on parle de preuves. On parle de preuves. C'est tous les débats, chloroquine, etc. C'était, dans un cas, il y a des études sans preuves, et puis ce qu'on veut, c'est des preuves avant de vacciner à grande échelle. Là, aucune des phases n'a été brûlée. Ça a été fait de façon très, très rapide, mais il a été fait vite, mais pas à la va-vite. Les étapes n'ont pas été... Voilà. Elles ont été respectées. Ce qui éclate actuellement en Europe, ce sont des fakes. Vous savez, les fakes, les réseaux sociaux, on croit que la Terre est plate. Moi, je vous parle de choses qui sont diffusées sur certains médias. Je ne parle pas de réseaux sociaux, là. Mais moi, vous m'avez répondu que la science évolue. Oui, la science évolue. Et vous pensez que des gens qui ont fait des études scientifiques ne suivent pas l'évolution de la science? Ils se contentent de ce qu'ils ont appris il y a 40 ans et puis ils s'endorment sur leur laurier après? Non, ils suivent l'évolution des sciences. Et c'est pour ça que votre réponse, elle me déplaît fortement. Ça voudrait dire que vous avez fait des études il y a 40 ans, mais entre-temps, vous êtes endormi et puis vous êtes réveillé en 2020, quoi. Ou en 2021. C'est pas très sérieux comme réponse. Moi, je suis désolé. J'ai bien entendu vos réponses. Oui, il y a eu des essais de faits, mais expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne peut pas me parler des effets secondaires de ce vaccin de manière précise. On ne peut pas me donner la durée d'immunisation. Les effets secondaires, on les connaît. On en connaît. On peut en parler de façon il y a 139 les effets secondaires immédiats. D'effets secondaires. On va y revenir. L'immunisation du vaccin, etc. On va enrichir le débat juste avec une intervention, celle de le docteur Dua, professionnel de santé, que Sébastien Laporte a interrogé sur la question de la fiabilité du vaccin anti-Covid. On l'écoute. Ce vaccin c'est nouveau, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, c'est un vaccin ARN. On ne sait pas trop quels vont être les effets secondaires. On a des effets secondaires qui sont à court terme. On les connaît, il y en a beaucoup, mais qui sont très légers. C'est des petits effets secondaires, des maux de tête, des fatigues, enfin des choses assez légères. Et par contre, les effets secondaires à long terme, on ne sait pas. On ne sait pas, ça fait trop peu de temps, c'est nouveau, c'est du vaccin ARN, on ne sait pas trop ce que ça peut inoculer, on vous inocule de l'ARN, on ne sait pas trop ce que ça peut faire sur la cellule humaine, on ne sait pas si ça ne peut pas déclencher des maladies auto-immunes. Donc moi je peux comprendre les gens qui sont méfiants. Moi-même je suis assez je regarde ça d'assez loin, avec beaucoup de recul. C'est pas rassurant d'entendre un professionnel de santé dire qu'il n'est pas tout à fait confiant dans ce vaccin. Alors, on parlait tout à l'heure des effets secondaires. On a recensé dans l'Hexagone 139 remontées d'effets secondaires, parmi lesquels de la fièvre, une fièvre élevée, des maux de tête, mais aussi de l'épuisement et des douleurs. Docteur Epelmoin. Tout à fait. Alors, c'est des effets secondaires qui sont relativement banals pour des vaccins. On a effectivement la fameuse douleur au point d'injection qu'on a tous eu avec le vaccin contre la grippe ou d'autres types de vaccins. On peut effectivement avoir de la fièvre, on peut avoir des douleurs articulaires,
donc ce qu'on appelle des arthralgies, des douleurs musculaires, des myalgies, des maux de tête, ce qu'on appelle des céphalées. On peut avoir aussi une grande fatigue. Ça, c'est ce que le docteur Doua appelle les effets secondaires légers et plutôt banals. Et c'est effectivement des effets secondaires plutôt fréquents, mais bénins et qui passent très vite en 24, 48 heures, 72 heures, souvent avec du paracétamol et c'est réglé. Et il y a eu effectivement un certain nombre, je crois une quinzaine ou une vingtaine, si je ne dis pas de bêtises, d'effets secondaires plus graves, ce qu'on a appelé l'anaphylaxie, c'est-à-dire qu'on provoque une réaction, le vaccin provoque une réaction allergique chez de très rares personnes qui peut être inquiétante, mais jusqu'à présent, toutes celles qui sont survenues aussi bien en France qu'aux États-Unis, ils ont fait le vaccin, la première étude qui est sortie avec 2 millions de vaccins administrés et une vingtaine d'effets secondaires conséquents qui sont liés à l'anaphylaxie, donc c'est-à-dire des conséquences de l'allergie où on peut avoir une baisse de tension, etc. Mais tous les patients sont repartis le jour même sur leurs deux jambes parce que les choses ont pu être réglées. Donc il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça. On sait que ça existe avec d'autres choses, ça existe avec les aliments, ça existe avec un certain nombre de médicaments que les gens prennent tous les jours. Donc il faut être très vigilant. Ensuite, M. Doua, M. Darnal ont raison. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires à long terme que pour l'instant on ne connaît pas. Alors c'est vrai qu'ensuite la nature humaine varie. Il y a des gens qui vont être très inquiets de ce qui peut survenir, d'autres qui vont être moins inquiets. Une chose est sûre, c'est que les laboratoires aujourd'hui sont complètement scrutés à la loupe par toutes les agences partout dans le monde, par les médias, par les associations à raison. Et effectivement, on est en train de regarder ce qui se passe. On a vu un certain nombre de choses, d'événements qui sont arrivés depuis le début de la vaccination. On a entendu parler de paralysie faciale, on a entendu parler d'encéphalite, d'encéphalomyélite. Sauf que il faut vraiment voir qu'on a vacciné beaucoup de monde. Et les mots que je viens de vous prononcer, la paralysie faciale ou l'atteinte du système nerveux central, c'est des choses que les gens auraient pu faire s'ils n'avaient pas été vaccinés. Pour l'instant, on n'a pas fait de lien. Encore une fois, quelqu'un peut avoir un accident vasculaire cérébral dans les jours qui viennent. S'il n'avait pas été vacciné, il aurait fait cet accident vasculaire cérébral. Et puis, si par hasard on l'a vacciné à ce moment-là et que ça survient, il peut y avoir confusion, donc il faut faire attention à la causalité entre la vaccination et puis la survenue de ce type d'effet. Ces effets secondaires peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur des personnes dont la santé est déjà précaire, on va dire. L'anaphylaxie, faut pas laisser, faut s'en occuper. Mais c'est très rare. Mais moi, je voulais parler des effets à long terme. Alors, les effets à long terme, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais c'est pas parce que, il faut pas dire, c'est pas parce qu'on nous le cache, c'est parce que on a un recul qui est faible. Je pense que des études vont sortir à 6 mois, à 9 mois, etc. Donc on est en train d'avancer et ces études ne disent que ce qu'elles trouvent. Elles ne font pas de spéculation sur des choses comme ça. Après, pour revenir sur le fait que c'est de l'ARN, mais quand vous faites la dengue, vous êtes bombardé d'ARN par le virus de la dengue. Quand vous faites la Covid, etc., il y a de l'ARN partout. Donc, le fait, et nous-mêmes, on fabrique de l'ARN en permanence. Donc, le fait qu'il y ait de l'ARN, d'ailleurs, ça ne rentre pas dans le noyau. C'est juste un message, c'est très fragile. Je pense qu'il y a plus un aspect psychologique que vraiment objectif sur cette crainte-là. Alors, on a appris aujourd'hui que 5 personnes sont mortes, 5 personnes de plus de 75 ans sont mortes dans l'Hexagone, des personnes qui souffraient de comorbidité. Déjà, est-ce qu'on peut y voir une relation de cause à effet ? C'est très difficile de faire la part des choses. On a aussi entendu un signal de ce type-là en Norvège il y a quelques jours. Exactement. On a vu que des gens qui avaient eu le vaccin sont décédés quelques heures ou plutôt quelques jours plus tard. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il s'agit de 23 personnes, sachant qu'on a vu en Norvège, c'est 400 personnes qui meurent tous les jours du Covid. C'est difficile de faire la part des choses. Il est possible, en Norvège, on a vu que c'était les patients qui avaient plus de 80 ans, c'était les plus fragiles de la population, c'est les premiers à qui on a fait le vaccin, et il n'est pas complètement exclu que le fait d'avoir fait de la fièvre ou d'avoir fait des choses ait pu déséquilibrer un équilibre très précaire chez ces patients-là. Encore une fois, pour l'instant, c'est en cours d'investigation, on ne peut rien exclure. Enfin, nous, en tant que scientifiques, on ne va pas affirmer mordicus que non, ce n'est pas ça, parce qu'on attend de savoir s'il y a une corrélation qui peut être établie ou pas. Je voulais apporter 2 précisions. Le professeur nous a parlé de suivre l'évolution des choses. Traditionnellement, quand on met au point un vaccin, il y a différentes étapes. Et le recul nécessaire à la validation d'un vaccin, on le prend. Là, on ne le prend pas. Vous nous dites, dans quelques mois, on va voir comment ça évolue.
En général, oui, effectivement, on a des personnes qui sont volontaires, qui se proposent. On fait des essais sur ces personnes-là. Ce sont des personnes qui dédient leur vie à la science ou à l'humanité. Et ensuite, on suit l'évolution des choses chez ces personnes-là. Et en fonction de l'évolution des choses, le vaccin est plus ou moins mis au point. Moi, c'est toujours ce que j'ai compris. Vous avez complètement raison. C'est vrai que là, on est dans une situation d'urgence qui fait que... Comme on est en situation d'urgence, on peut franchir ces étapes-là. Ben, le problème, c'est que le Covid tue des gens tous les jours. Il n'y a pas d'autre moyen de soigner les gens que par le vaccin. Parce que là, on parle de préventif. Mais qu'est-ce qu'on a fait au niveau du curatif? On a fait beaucoup de choses. J'entends pas parler de grand-chose. Hein. À part le débat qu'il y a eu avec le professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, on ne nous a pas présenté d'autres formes de Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, il y a assez peu de molécules qui ont fait leur preuve dans le traitement curatif du virus Covid. On sait que donner des corticoïdes, des anti-inflammatoires puissants, permet de contrôler la phase très inflammatoire dans le poumon chez les gens après 7, 8, 10 jours d'infection par le virus. On sait qu'on empêche la survenue d'embolie pulmonaire, c'est-à-dire de caillots dans les artères pulmonaires en mettant un anticoagulant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu énormément d'essais, énormément de molécules qui ont été testées, des anticorps monoclonaux, différentes molécules antivirales. Et effectivement, aucune d'entre elles n'a vraiment fait ses preuves aujourd'hui. Donc, vous avez tout à fait raison. En termes curatifs, on n'a pas trouvé un nom de choses. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de virus. Nous, dans notre pratique quotidienne d'infectiologue, on sait qu'il y a un certain nombre de virus pour lesquels on n'a pas de traitement. Et donc, c'est vraiment pour ça que, comme on n'y arrive pas au niveau curatif, même si ça représente un nombre minime de personnes, les formes graves, mais tout de même, eh ben, on préfère éviter que les gens se contaminent, et c'est à ça qu'est censé nous servir le vaccin. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec le docteur Duhat, qui lui-même estime qu'on pourrait faire les choses autrement. On l'écoute. On a eu des morts, à mon avis, parce qu'on a mal soigné. On a trop intubé de gens. On soigne beaucoup mieux maintenant. On soigne beaucoup mieux. On sait qu'il n'y a pas besoin d'intuber les gens. On pratique l'oxygénothérapie qui est à forte dose, qui est plus efficace. Et l'intubation, la réanimation tue. Il faut le savoir, ça. La réanimation, ça tue. Plus vous passez de temps en réanimation, plus vous avez de chances de mourir. Donc si on peut éviter ça, c'est mieux. Et actuellement, on arrive à éviter ça. Donc on peut espérer qu'il y aura beaucoup moins de morts maintenant qu'avant. Et en plus, on utilise les anti-inflammatoires. On nous avait dit qu'il ne fallait pas utiliser les anti-inflammatoires. C'est une erreur. Il faut les utiliser, les corticoïdes, ça sauve aussi. On soigne beaucoup mieux. Donc on peut espérer que le taux de mortalité va être beaucoup plus faible. Et surtout en Guyane. Il a raison, le docteur Duhat. Enfin, de dire qu'on va en réanimation à mort, je pense qu'il y a une inversion du sens de la causalité. Moi, je voulais revenir sur l'histoire. Le vaccin n'a pas été mis prématurément. Les essais cliniques, il y a la phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3, on a des résultats sur des populations et après, le vaccin est mis sur le marché. Et après, on est là à la phase 4. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, où il y a des millions de personnes qui sont vaccinées et on étudie tous les signaux. Et à ce moment-là, on peut voir apparaître effectivement des choses qui sont beaucoup plus rares, qu'on n'aurait pas pu détecter sur des essais, même si c'est 30 000 personnes, ou le truc qui arrive une fois sur 1 million, on ne le verra pas sur 30 000 personnes, ou peut-être pas. Donc, mais il n'y a aucune anomalie dans le déroulé des choses. On est à la phase 4, on est à la phase de pharmacovigilance, où effectivement, là, dans le monde, il y a 40 millions de personnes vaccinées, et donc tous les signaux vont commencer à revenir. Tous les essais vaccinaux, on va suivre les patients à 6 mois, à 8 mois, et on va voir, il y a des réponses qui vont venir très rapidement. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait qu'en ce moment, on est en urgence. Et en effet, l'urgence peut inquiéter sur le fait qu'on bâcle un petit peu les opérations. C'est la discussion que l'on a depuis tout à l'heure. En fait, c'est vraiment le contexte, ça compte. Si on était en train de nous proposer un vaccin pour une maladie qu'on nous annonce, dans 1 an, dans 2 ans, on nous dit qu'il va y avoir le Covid-23, on vous propose le vaccin Covid-23. On ne l'a pas encore vu, cette maladie, on ne sait pas si elle va arriver, on ne sait pas si elle va être vraiment mortelle, et du coup, on peut effectivement se dire il vaut mieux prendre un peu le temps, on n'est pas sûr, peut-être c'est faux, peut-être on nous inquiète exprès, etc. Mais on n'est pas dans cette situation. Là, on est dans la situation où on a eu encore, je crois que c'est 138 personnes qui ont été touchées, qui ont été déclarées positives aujourd'hui, je me trompe peut-être d'1 ou 2,
Et parmi ces personnes-là, il y en a 1, 2 qui vont statistiquement aller en réanimation. Et je le souhaite à personne, malgré la qualité des médecins guyanais, je souhaite à personne déjà d'avoir le Covid, parce que les proches qui l'ont eu, ils n'ont vraiment pas aimé, plus avoir le goût, plus avoir l'odorat, parfois pendant des mois, parce qu'on parle des effets à long terme qu'on ne connaît pas du vaccin, mais on ne connaît pas les effets à long terme du Covid. Le Covid, dans 10 ans, les gens qui ont été, les millions de gens qui ont eu le Covid, est-ce qu'ils vont vivre 20 ans de moins? On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut attendre qu'ils meurent pour voir s'ils ont mort plus tôt ou pas. Par principe, on a du recul sur... la peste et le choléra. On a du recul sur rien. Et maintenant, on est dans une situation où tous les jours, il y a des gens qui tombent malades et quasiment tous les jours, il y a des personnes qui entrent en réanimation. Et entrer en réanimation, au-delà du fait que c'est très difficile, c'est aussi très difficile psychologiquement. On a aussi des signalements, pas forcément en Guyane, mais de dépression, de maladies qui s'installent ou des déséquilibres, notamment chez des personnes fragiles qu'on n'arrive pas à remettre en route. Et franchement, je souhaite à personne d'aller en réanimation. Et je ne dis pas à mes proches, aux gens qui me sont chers, écoute, il y a la réa, puis les infirmiers peuvent même bosser 24 heures sur 24, c'est pas bien méchant, ils sont là pour ça, ils sont payés pour, vas-y, fais la fête. Non. Excusez-moi, mais personne n'a parlé de faire la fête, Madame Debord. C'est ce que je caricaturais les propos que certaines personnes comme moi défendent. On ne dit pas aux gens d'aller faire la fête. On dit aux gens qu'il y a des mesures qui sont prises qui sont inappropriées. Alors, si vous parlez comme ça, moi je suis obligé de vous parler de vos mesures. Quand on dit aux gens il y a le couvre-feu à partir de 19h, et que pendant les 3 semaines qui viennent de passer, il y avait des allées et venues sans contrôle qui se faisaient sur les différentes frontières de Guyane, sur les gens qui arrivaient à l'aéroport, ça ne vous interpellait pas. Nous, ça nous interpellait. On a fait un communiqué au mois de décembre pour dire que c'est quand même ahurissant de voir qu'il y a des centaines de personnes qui traversent les 2 fleuves et qu'aucun contrôle n'est organisé. On a dit que c'était inadmissible que des gens prennent l'avion sans qu'on les contrôle au départ et à leur retour. Oui. Mais ça n'a gêné personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On veut enfermer les gens chez eux. Comme on va nous faire croire que c'est plus dangereux de sortir le soir que la journée. Alors mais c'est une hérésie, madame. Toute la journée. Attendez, excusez-moi, je termine. Toute la journée. On va essayer de recentrer le débat sur le vaccin. Les gens vont dans les supermarchés, vont dans leur entreprise, ils sont en contact de d'autres personnes, ils vont dans les administrations, ils font des queues interminables. Et ça ne dérange personne. Quand au mois d'août l'année dernière, nous avons proposé... Non, je n'ai pas terminé. Nous avons proposé de confiner pendant 15 jours le débat sur le vaccin, si vous permettez. Permettre d'étouffer le développement du virus. Non, on a continué à laisser rouler. Alors, moi, ce qui m'interpelle avec mon association, puisque vous les caricaturez, c'est qu'on ne prenne pas les bonnes mesures au bon moment et qu'aujourd'hui, on veuille nous faire croire que la panacée, c'est le vaccin. Vous-même, vous le présentez contre le chante, la peste et le choléra. Alors, soyons sérieux un petit peu. Vous qui caricaturez. Vous me choquez, là, quand vous êtes une association, vous avez une parole publique, vous avez des gens qui vous écoutent, qui vous suivent, des personnes âgées probablement, et vous mettez dans la balance le vaccin, avec des incertitudes certes, mais 95% de protection, et une proportion de morts assez importante, plus on est âgé. Franchement, non, quoi. Non. Mais moi, je vous dis non aussi, monsieur, parce que vous avez des collègues qui sont scientifiques comme vous, qui sont médecins, mais vous créez des associations en France. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous décrédibilisez totalement en disant peste et choléra. Je suis désolé. Mais moi, je l'affirme. Vous pouvez pas m'empêcher de le dire. C'est mon point de vue. Vous pouvez le dire, mais votre parole porte avec des gens. Oui, et vous avez une responsabilité. Il y a peut-être quelqu'un là qui va pas aller se faire vacciner parce qu'il y a la peste choléra, et peut-être que cette personne va mourir. Voilà. Et moi, je sais pas. Je ne suis pas anti-vaccin. J'espère que vous dormirez bien. En tout cas, le fait de maintenir, par exemple, en termes de mesures, on a parlé des mesures sur les EHPAD. Les EHPAD, les personnes qui sont hébergées en EHPAD, aujourd'hui, elles sont privées de liberté, parce que de ne pas pouvoir voir ses proches, pas pouvoir les embrasser, c'est quand même très compliqué. Alors oui, on peut considérer que ça a bien marché jusqu'à présent et on peut continuer comme ça pendant plusieurs années à empêcher les personnes âgées de vivre librement leurs dernières années de vie.
Moi, j'ai plutôt envie, à mes proches âgés, de leur proposer la solution que la science nous offre, parce que des centaines, des milliers de scientifiques qui ont à cœur la vie des gens, les gens qui s'engagent dans la médecine, qui s'engagent dans la science, qui s'engagent dans le soin, sont des gens qui veulent nous sauver, qui veulent vous sauver aussi d'ailleurs, Monsieur Darnal. Et moi, j'ai plutôt envie d'avoir confiance. Et les médecins qui sont dans les collectifs qui dénoncent ce vaccin, moi, j'ai plutôt envie de faire confiance aux gens qui donnent leur vie, leur nuit, leur week-end pour faire avancer la recherche et lutter contre l'obscurantisme. Voilà, moi je suis une éternelle optimiste. Peut-être que du coup, chez nous, on aura un peu plus de gens vaccinés, un peu plus de gens immunisés et on pourra un peu plus se serrer dans les bras sans avoir peur. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Ça veut dire faire des recherches, étudier, essayer de comprendre les choses. Parce que c'est ce que j'essaie de faire, moi, en tous les cas, avec mes amis, mes camarades. On essaie de comprendre. On ne veut pas qu'on nous dise c'est ça et pas autrement. Il y a même des explications que le professeur qui est à côté de moi a données ce soir et le médecin infectiologue qui est en face de moi a donné, que je n'ai jamais entendu au haut niveau. C'est la première fois que je les entends de la bouche de scientifiques. Donc, la population ne doit pas être infantilisée. Je suis d'accord. La population, elle doit être responsabilisée. Tout à fait. Elle doit être informée, elle doit savoir à quoi se tenir. Donc si on lui dit les choses, la population fera son choix. Tout à fait. Mais si on lui ment, si on ne lui dit pas la vérité, elle ne pourra pas choisir en connaissance de cause. Et c'est ce que je dénonce également. C'est cette infantilisation de la population. Alors, pour continuer à parler des risques, une association anti-OGM, le CRIGEN, fondée par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie, fait état dans un rapport de risque plus élevé sur le système immunitaire et l'apparition de nouveaux virus par recombinaison génétique causés par les vaccins de ce type. Le rapport préconise en la matière un principe de précaution. Ce principe de précaution est-il suffisamment pris en compte, messieurs, madame ? Alors ce rapport, je ne l'ai pas lu, j'ai entendu parler du mouvement de Madame Lepage depuis plusieurs mois. On en parle depuis tout à l'heure, le principe de précaution, il est là, on scrute, on regarde, il y a les différentes phases qui ont été passées. Encore une fois, il reste des inconnus. Monsieur Darnal a par exemple dit qu'on n'était pas encore complètement sûr de est-ce qu'on diminuait la contagion. A été publié à la fin de l'année, on était déjà bien avancé dans. Donc les choses elles ont progressé depuis. Depuis, on a eu des publications sur, comme l'a dit le professeur Naché, 30 000, 40 000 personnes vaccinées avec tantôt un vaccin, tantôt l'autre. Pour l'instant, les choses sont rassurantes. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de littérature grise qui sort avec des gens qui affirment qu'il y a des études qui sont sorties. Et puis, en fait, ces études, on ne les voit pas vraiment. Voilà, nous, en tant que scientifiques, on écoute tout. On essaye d'aller vérifier l'information. Monsieur Darnal le fait aussi avec son association. Mais on essaye d'aller voir qu'est-ce qui se dit. On sait que cette crise Covid, elle a provoqué une sorte il y a tout un tas de gens qui ont commencé à dire des choses, qui affirment qu'il y a des études, alors que ces études, on ne sait pas où elles sont, qui ont affirmé des choses, je veux dire, je me suis fait vacciner la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais commencé à muter parce qu'on m'avait injecté de l'ARN. Encore une fois, on sait rassurez-vous, a priori, tout est pareil. Ça se passe bien généralement en ce moment chez les personnes qui se font vacciner? Ça a l'air, c'est plutôt l'entourage qui est inquiet, peut-être probablement à tort, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages de compassion depuis que je me suis fait vacciner. Bon, mais non, moi l'entourage est jaloux. Mais c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient très opposés il y a encore 2 semaines, 3 semaines, qui disaient moi le vaccin jamais, et puis effectivement maintenant j'ai des coups en disant finalement comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est que les soignants qui sont vaccinés ou est-ce que... Pour revenir au principe de précaution, c'est quand on n'a pas d'informations. Effectivement, là on en recueille, mais on a quand même déjà beaucoup d'informations rassurante. Maintenant, il faut continuer à regarder. Mais ça ne veut pas dire rien faire. Monsieur Darnal. Alors oui, mais pendant cette crise, si vous voulez, il y a eu d'un côté, on disait que ça allait pas assez vite. C'est-à-dire, les traitements, machin, Raoult, la chloroquine, les essais randomisés, c'est pas bien, machin. Et de l'autre côté, maintenant, on dit, ah non, mais ça va trop vite. Donc, je pense qu'il y a de l'angoisse. Effectivement, il y a l'angoisse. On vit une crise, on en verra une dans sa vie, comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez...
c'est un espèce d'immense tourbillon, ça génère de l'angoisse, des tâtonnements, des flottements, etc. Mais quand même, on avance à une vitesse grand V. On a fait des progrès en moins d'un an qui sont donc, certes, jour après jour, on a l'impression comme ça d'un flottement. Ça génère tantôt de l'impatience, tantôt on a l'impression, oula, ça c'est trop tôt. Mais je pense et puis surtout, c'est des idées de complot, quoi. On nous cache ceci, on nous fait, voilà, où il y a quelqu'un dans un bureau qui a des manettes, qui fait du mal. Mais beaucoup de gens pensent ça. Vous regardez aux États-Unis, au Congrès américain, les gars qui étaient sans masque parce qu'ils disent que c'est pas vrai. Il y a eu des États-Unis. Oui, mais ça reflète quand même avec justement beaucoup d'informations qui sont mal triées, qui sont absorbées. C'est très difficile de faire le tri sur ce qui est fiable et ce qui est pas fiable. Et c'est pour ça que vous dites que vous voulez informer la population, et je pense qu'effectivement, il faut leur donner les bons éléments pour prendre leurs décisions. Et puis, parce que, encore une fois, moi, je pense que ça serait dramatique pour des fausses peurs ou pour des raisons qui sont fallacieuses, de ne pas se faire vacciner et de prendre un risque avec sa vie ou celle de ses proches. Oui. Selon vous, les bonnes informations, ce seraient les vôtres, alors? Pas les miennes. Moi, je vous écoute. La science progresse avec des journaux. Dans les lectures que j'ai pu avoir, j'ai eu un professeur américain, j'ai lu un professeur de médecine infectiologie qui a écrit un certain nombre de choses. Moi, ça m'a interpellé. Et pourtant, c'est un médecin, chef d'un service, il est infectiologue, c'est un scientifique. Il donne son opinion. Il y a des associations qui se sont constituées en France, qui donnent leurs opinions, qui sont différentes de la vôtre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une pensée unique et qu'on doit la suivre. Moi, je ne suis pas complotiste. Et je ne suis pas pour qu'on développe une idée du complot. Mais on est en droit de se poser un certain nombre de questions sur les fausses informations qui sont données à la population. En fait, il y a la théorie, il y a les faits. Voilà. La science, ça passe par la revue, par les pairs, par des revues à comité de lecture. Et les professeurs, aussi grands soient-ils, quand ils donnent des opinions, ce n'est qu'une opinion. La revue par les pairs, c'est qu'on regarde les données, c'est relu, critiqué par des experts du domaine, et une fois que ça passe, là, c'est très exigeant. Et ce n'est pas des opinions. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes d'émission. On va revenir à la campagne de vaccination et à son organisation, notamment sur le fleuve et dans les communes isolées. La Guyane dispose désormais de 3 centres de vaccination depuis le 16 janvier, samedi dernier. Le premier a ouvert à l'hôpital de Cayenne, les 2 autres aujourd'hui à Saint-Laurent et Kourou. Les précisions tout de suite de Jocelyne Elgouache. Les 3 centres de vaccination implantés en Guyane dans les hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni sont désormais tous opérationnels. De nouveaux publics prioritaires peuvent bénéficier de la vaccination. Elle est ouverte aux résidents et personnels des EHPAD et aux unités de soins de longue durée. Vaccination ouverte aux soignants, aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités. La vaccination est aussi possible pour les résidents des maisons d'accueil spécialisées. Les patients atteints de certaines maladies pourront aussi se faire vacciner, tout comme toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Les patients devront avoir une prescription médicale de leur médecin traitant pour bénéficier de la vaccination sans critère d'âge. Vous devrez ensuite prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet dans un des centres de vaccination. Alors Clara Debord, comment vacciner les populations des communes isolées ? En s'appuyant sur le réseau des centres de santé, des CDPS, qui est un réseau formidable qu'on nous envie, avec des professionnels de santé extrêmement compétents et engagés, et qui toute l'année vaccinent. Toute l'année, les professionnels de santé des CDPS vaccinent, y compris avec des vaccins qui doivent être gardés au froid. La différence avec ce vaccin-là, c'est qu'on est avec des multidoses et qu'une fois le vaccin décongelé, il ne peut tenir que 5 jours. Donc ça demande un peu plus d'organisation que d'habitude, c'est-à-dire il faut un système de réservation, parce qu'il ne faudrait pas qu'on jette des vaccins tellement ce vaccin est précieux. Mais donc dès l'instant que les équipes sont en mesure de réunir un certain nombre de volontaires à la vaccination, eh bien les doses sont commandées
commandé à la pharmacie du centre hospitalier de Cayenne qui, avec les moyens habituels, les moyens aériens bien sûr, envoie avec les professionnels de santé nécessaires les doses nécessaires pour pouvoir vacciner. Donc on a ce maillage-là qui, évidemment, là, ça ne sera pas des prises de rendez-vous par Internet, on ne va pas faire de la même façon que dans les centres de vaccination du littoral, mais on va s'appuyer sur le circuit pharmaceutique très efficace qu'on a en Guyane et sur le circuit et sur le réseau des centres de santé. Alors on arrive au terme de cette émission. Avant de conclure, je voudrais vous laisser la parole à tout un chacun autour de cette table pour un tour de table si vous avez un message à délivrer. On va commencer par vous, Monsieur Darnel. Le contraire m'est étonné, mais c'est pas grave. Moi, je veux insister sur un point. Un des moyens de se prémunir contre ce virus, c'est le sport. Moi, je pense que permettre la pratique du sport en Guyane à nos jeunes qui en ont besoin, au lieu de les laisser errer en faisant un peu tout et n'importe quoi, ce serait un des premiers moyens de lutter contre le développement de ce virus dans la population. Je suis convaincu, le sport, c'est un moyen de développement des capacités respiratoires des êtres humains. Et donc, aujourd'hui, 39 000 licenciés sont privés de sport. Ça, c'est une première chose. Et la dernière chose, moi, je dis à la population, panga. Nous pourrons savoir, ça y gagne derrière, ça vaccin. Nous pourrons dire rien. Il qu'à raconter nous, ça y est, panga. Docteur Epelboin. Je comprends le point de vue de M. Darnal. Et puis moi, en tant que soignant, j'ai vu des mamies, j'ai vu des patients avec de l'hypertension ou trop gros ou diabétiques, avec une respiration catastrophique, une saturation, une quantité d'oxygène dans le sang qui s'en sortait plus, le virus qui avait pris tous les poumons, certains qui ont survécu, mais après combien de jours à l'hôpital dans des conditions pas possibles, pas de l'hôpital, mais à cause de leur maladie, qui ont fait de la réanimation, qui ont été intubés, comme on l'a dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut mettre un terme le plus possible à cette pandémie. Et pour ça, je pense que le vaccin, c'est vraiment la solution. Professeur Naché. Alors moi, je pense à nos voisins, parce qu'effectivement, on est dans un monde connecté. Et j'écrivais à mon collègue Stéphane Vreden à Paramaribo. Eux, il n'y aura que les soignants qui auront du vaccin OMS, mais peut-être en mars. Et pour la population, pour l'instant, apparemment, il n'y a rien de prévu. Et au Brésil, ils utilisent le Sinovac avec 50% d'efficacité. Donc je pense que là, on est là à débattre pour contre, mais on est quand même des privilégiés. Je pense à tous les pays du Sud pour qui, pour l'instant, le vaccin, ça reste très théorique. Merci, professeur Naché. Madame Debord, pour terminer, vous avez quelques secondes, 30 secondes. Quelques secondes pour faire part de, à la fois mon optimisme sur le déploiement de cette campagne et du fait que les Guyanais vont se saisir de cet outil qui leur est offert au moment où de nouveaux variants arrivent, des variants d'autant plus contagieux qu'ils nécessitent un respect des distances et de la distance physique encore plus important, respect du masque encore plus strict, et que je ne me vois pas durer des années comme ça. Donc je m'accroche à cet espoir d'une immunisation collective, parce que c'est collectivement qu'on va s'en sortir. Merci à tous les quatre pour votre éclairage sur ce sujet sensible de la vaccination. J'espère, chers téléspectateurs, que cette émission vous aura permis de vous faire une idée plus précise sur cette question et qu'elle vous aidera peut-être à prendre votre décision de vous faire ou pas vacciner. Très bonne soirée à tous.